Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Johanna Vogel, épisode 201. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Johanna Vogel, coach de projets littéraires et formatrice. Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur car je suis une inconditionnelle des fictions de fans, les fanfictions. Alors le principe, utiliser les personnages et éventuellement l'univers d'une œuvre de fiction, qui peut être un roman, un film, une série télé, une BD, bref, le ciel est la limite, pour écrire une histoire que l'on va diffuser auprès d'autres fans de l'œuvre originelle. Cette histoire peut être une nouvelle, une novella, un format long comme un roman ou même une série de romans. Tu prends les personnages de ton roman préféré et tu leur fais vivre de nouvelles aventures, tu prends les personnages de ton film préféré et tu revisites le début ou le milieu ou la fin du film. C'est de la fanfiction. Avant de me lancer dans ce sujet passionnant, je te rappelle que les inscriptions pour le bootcamp 5 jours pour trouver son idée de roman sont ouvertes sur notre site licar.fr/bootcamp. On est très fiers et très excités de tester un nouveau format en amont du NaNoWriMo et on espère que vous serez partants pour nous rejoindre et bosser à la détermination d'une nouvelle idée de roman avec nous. Alors, utiliser ou détourner une œuvre littéraire ou théâtrale existante n'est pas une pratique nouvelle et je reviendrai un peu plus tard sur la différence entre intertextualité, fanfiction et franchise littéraire. Mais déjà, mes fameuses fanfictions ont deux particularités corrélées. D'abord, il s'agit de fiction de fans pour les fans. Ce ne sont pas des romans qui visent le tout public ou même le public d'un genre particulier. On vise les personnes qui aiment le roman, la série sur laquelle on écrit. Le but est de prolonger l'expérience apportée par l'œuvre originelle, de rester plongé dans un univers qui nous a plu, de mouvoir des personnages qu'on ne veut pas lâcher. C'est une pratique d'écriture qui s'est démocratisée avec la télévision et les séries télévisées, bien avant d'englober le monde du roman, parce que ce sont vraiment les séries télé qui ont créé les premiers phénomènes de sous-culture de fans, les fandoms en anglais, et bien avant le phénomène Harry Potter qui domine aujourd'hui les espaces de fanfiction avec le plus d'histoires écrites en nombre, il y avait dans les années 60 Star Trek, ce qui fera très plaisir à Lucie Castel qui est une inconditionnelle de Star Trek. En général, on marque le début du phénomène fanfiction avec les fanzines de Star Trek dans les années 60, au moment où les fans ont commencé à publier et diffuser pendant les conventions des histoires qu'ils écrivaient sur l'univers de Star Trek dans leur magazine amateur, les fanzines. La deuxième particularité de la fanfiction va avec cet aspect de création de fans pour les fans, puisqu'il s'agit de la gratuité de la fiction de fans. La fanfic ou le fanfic, selon que tu veux la faire à la francophone ou à l'anglophone, je ne vais pas trancher, je vais utiliser les deux dans cet épisode. Donc c'est une tolérance dans le droit de la propriété intellectuelle. On laisse les personnes utiliser ou diffuser sans contrepartie financière les éléments d'une œuvre protégée par le droit d'auteur du moment qu'elles ne commercialisent pas, qu'elles ne font pas d'argent avec, que ce soit dans le format numérique ou dans le format papier. De nos jours, les fanfictions sont essentiellement diffusées en ligne, sur des sites spécialisés, dont les trois principaux sont Archive of Our Own, dite AO3, qui est l'archive la plus populaire, mais majoritairement anglophone. Il y a fanfiction.net, l'acteur historique des fanfics, et Wattpad, le dernier né à se hisser au classement. Ce sont des centaines de milliers d'histoires qui circulent sur ces plateformes, et pour te donner une idée, on retrouve, au moment où j'enregistre ce podcast, 848 000 histoires dérivées d'Harry Potter sur le site fanfiction.net et 473 000 histoires dérivées d'Harry Potter sur le site Archive of Our Own, toutes langues confondues. Alors certains auteurs ont très certainement publié sur les deux plateformes leur histoire, je vais pas faire un cumul simple, c'est pas le but c'est de te faire prendre conscience de l'importance du phénomène et du nombre de lecteurs et d'auteurs qui prennent part à la fanfiction. Est-ce que toutes les œuvres peuvent être utilisées pour faire des fanfictions ? En théorie, non. En pratique, oui.
Un auteur peut légalement s'opposer à l'utilisation de son œuvre pour la publication, même gratuite, d'une autre œuvre qui utilise la sienne, et en général, il le fait en se faisant connaître de ces fameuses 3 plateformes et autres dont je t'ai parlé, qui du coup ne permettront pas la mise en ligne d'histoires inspirées des œuvres de ces auteurs qui ont dit non. Je vais émettre une opinion ici que l'on partage à l'écart, je ne te conseille pas d'être l'un de ces auteurs qui dit non. La pratique du fanfiction fait vraiment partie de l'écosystème de promotion et de buzz autour d'un livre. Donc c'est non seulement une faute marketing que de vouloir s'en extraire, mais surtout les fans n'apprécient pas. Les fans ne comprendront jamais pourquoi un auteur vient brider leur imaginaire qu'il a stimulé auparavant avec son œuvre, et ce sera toujours une tâche dans son image publique. Il y a des auteurs célèbres qui ont eu ou qui ont ce parti pris. Donc je pense à Anne Rice et à Robin Hobb. Il y a Nora Roberts aussi, je crois, Terry Goodkin, qui sont mondialement connus pour leurs œuvres, mais aussi qui sont vus comme des auteurs qui snobent une partie de leur lectorat en essayant de contrôler la diffusion des textes amateurs gratuits, qui par définition ne posent pas de risque aux ventes de leur œuvre. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que c'est un bon nombre d'auteurs de fantasy quand même qui font ce choix. Il y a peut-être un autre podcast à faire sur l'identité d'auteur, l'œuvre, et si on doit tout faire pour que cette œuvre ne nous échappe pas une fois qu'elle est publiée, ou si au contraire il y a un lâcher-prise à avoir du moment qu'on choisit la publication. Dans tous les cas, évidemment, ce n'est pas parce qu'un auteur pose une interdiction que les gens ne vont pas le faire quand même dans leur cercle privé, d'où en pratique, c'est compliqué de contrer le fanfiction, même si cette interdiction peut être posée officiellement par l'auteur. Alors maintenant qu'on a un peu dressé le tableau de ce monde exotique de la fanfiction, je voudrais dans ce podcast que nous nous penchions sur les romans originaux qui sont des fanfictions retravaillés. Tu as peut-être entendu que Twilight ou 50 Shades of Grey étaient à la base des fanfictions, que les auteurs ont retravaillé un peu le texte, changé le nom des personnages et qui les ont ensuite publiés presque tels quels, comme des romans originaux. C'est vrai pour 50 Shades of Grey, ça ne l'est pas pour Twilight. Il y a bien des œuvres qui sont des fanfictions retravaillées afin d'en faire des romans originaux qu'on publie traditionnellement ensuite. Et justement, en général, tu l'as entendu avec beaucoup de mépris, comme quoi non seulement ça n'en ferait pas de vraies œuvres originales, ce serait un plagiat à peine déguisé d'une autre œuvre, mais en plus ce seraient des œuvres mal écrites et amatrices. Tu as peut-être entendu cela être dit de beaucoup d'œuvres qui n'ont jamais été des fanfictions, juste pour émettre un jugement d'amateurisme et d'illégitimité sur ces œuvres. Et là, mon petit cœur de lectrice et autrice de fanfiction s'insurge et crie haut et fort que le fait d'être un récit de fanfiction n'est pas un gage de médiocrité. Par définition, les fanfics sont des récits amateurs, bien sûr. C'est un espace de liberté, d'exploration qui permet à des jeunes, dès qu'ils sont en capacité d'écrire des histoires et de vouloir les partager en ligne, donc disons vers 12-13 ans, de faire leur premier pas dans l'écriture, dans leur langue ou dans une autre langue d'ailleurs. Les fanfics sont une très bonne école aussi pour apprendre une langue étrangère et apprendre à écrire dans une langue étrangère. Tout comme cela permet à des auteurs plus âgés, avec un peu plus d'expérience, de se faire plaisir. Petit aparté, c'est aussi un antre de la lecture. À une époque où on ne cesse de reprocher aux enfants et aux ados de ne plus lire des romans, de plus être de grands lecteurs, il y a des millions de jeunes qui dévorent des séries entières chaque semaine, voire plusieurs fois par semaine, au format numérique sur les sites de fanfiction. Donc là où la fanfic, c'est pour moi, je reprends ce terme, une vraie école d'écrivains. C'est un environnement communautaire qui donne envie à des milliers d'auteurs amateurs d'écrire de très nombreuses histoires et de ce fait qui leur permet de progresser beaucoup plus vite que d'autres auteurs qui ne vont pas autant écrire. Pour certains auteurs de fanfiction, au moment où ils vont vouloir écrire une œuvre originale, ils auront déjà écrit l'équivalent de plusieurs romans, de dizaines de nouvelles. Et tu sais que c'est en écrivant des romans que l'on apprend à écrire des romans et que plus on écrit, plus l'écriture devient facile. On ne va pas se mentir, ce peut être aussi une béquille, un doudou qui nous empêche de passer à l'écriture d'un roman original parce que c'est tellement plus confortable de s'entourer de tous ces personnages qu'on aime et avec lesquels on joue. Et c'est d'ailleurs l'argument des personnes qui réfutent l'idée d'école des écrivains en disant qu'on passe de l'amateurisme au professionnalisme en créant ses propres personnages, son propre univers original. Et c'est vrai. Cela étant dit, il n'y a en fait aucun problème à ne jamais écrire d'œuvre originale et à s'en tenir au fanfic si ça nous épanouit.
Alors c'est pas ce que veulent les 3/4 des gens qui vont écouter ce podcast, mais c'est bien de le rappeler. C'est une réflexion que chacun doit avoir, et si ton projet à toi est de devenir écrivain ou d'écrire des romans, alors tu sais que tu devras te détacher du doudou pour explorer ce qui fait ton imaginaire et ton individualité propre. Mais tu peux très bien te servir des fanfictions comme base pour ça, et que le fanfic soit un moteur d'inspiration, et c'est le sujet de ce podcast. Je sais que je suis en train de faire une lettre d'amour au fanfiction, mais je rajoute, parce que je n'en ai pas fini, que le monde du fanfiction permet aussi de constituer son premier réseau de collègues auteurs et de bêta-lecteurs, et c'est pour ça aussi que je défends cette idée d'école des écrivains. Les auteurs de fanfic ont toujours cette longueur d'avance sur leurs autres collègues de s'être entourés de lecteurs et d'auteurs, de leur fandom de prédilection, de leur communauté de fans des mêmes œuvres qu'eux aiment et sur lesquelles ils ont écrit. Et du coup, souvent, ils gardent un bon contact avec un certain nombre de ces personnes qui leur apportent ensuite un peu d'aide pour leurs travaux originaux en tant que bêta-lecteurs. Sur les sites de fanfiction, il y a de tout en termes de qualité ou de récit, et c'est normal. C'est le principe de l'écriture décomplexée et de l'écriture amatrice. Il n'y a aucune obligation de faire corriger un texte avant de le mettre en ligne, par exemple, comme il n'y a aucune obligation d'avoir été au bout de son histoire et de l'avoir relue en totalité avant de commencer à la publier. Tu peux très bien écrire un chapitre, le publier, écrire le chapitre suivant, le publier, etc. D'où des textes avec des erreurs d'orthographe, avec des erreurs syntaxiques, avec des problèmes de temps, avec des problèmes de cohérence. Il y a de très nombreux auteurs qui ont recours à des bêta-lecteurs avant de publier, mais oui, il y en a d'autres qui ne le font pas. De même, il y a des auteurs qui écrivent le texte en totalité avant de le publier chapitre à chapitre chaque semaine par exemple, mais il y a d'autres qui ne le font pas. Il n'y a pas de prérequis professionnel, et c'est tant mieux. Évidemment qu'en tant que lectrice, je vais prendre plus de plaisir à lire un texte corrigé, et je vais aller plus souvent du côté des auteurs qui font cet effort et qui ont une certaine maîtrise de l'écriture. Mais si la publication décomplexée permet à des jeunes gens de se lancer dans l'écriture, de perdre leur peur de mal faire, de s'améliorer et de trouver une communauté avec laquelle ils partagent des choses, alors c'est parfait, alors les sites de fanfiction font ce qu'ils ont à faire. Voilà, c'est le principe vraiment fondateur de la fanfic, le plaisir avant tout, le partage avant tout, l'imagination avant tout. Et s'il y a les tout premiers textes de jeunes gens qui s'essaient à l'écriture, il y a aussi des milliers d'histoires quasi professionnelles et des auteurs qui sont vraiment prêts à une carrière d'écrivain parmi les auteurs de fanfic. Il n'y a qu'à lire, tu prends 10 textes, tu les lis et tu verras toi-même à quel point il y a une différence de niveau, on va dire ça comme ça, et à quel point il y a des textes qui sont de qualité professionnelle. Du coup, si je résume, dire d'une œuvre publiée qu'on n'aime pas ou qu'on trouve mal écrite que c'est une fanfiction, ou que c'est de la fanfiction, ça voudrait dire qu'on a affaire à un texte pas corrigé ou pas bien corrigé, voire une écriture d'un amateur qui n'est pas au niveau d'être publié, qui n'aurait jamais dû être publié. Oui, il y a ce profil parmi les auteurs de fanfiction, mais pas que, d'où la frustration que tu entends dans ma voix des lecteurs avides de fanfic qui connaissent la richesse de cet univers et qui ont envie de dire aux critiques d'aller plutôt voir du côté des éditeurs, de la correction que l'éditeur aurait dû faire sur le texte, plutôt que de venir nous embêter s'il juge qu'il y a des manquements sur le texte. Si un éditeur a signé un auteur pour un texte, c'est qu'il a jugé qu'il pouvait publier un livre de qualité professionnelle. Si un auteur a auto-publié un roman et qu'il rencontre son public, c'est que le roman fait l'affaire. Donc si tu trouves que le bouquin est mal écrit, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il a commencé comme étant une fanfiction, c'est qu'il a été mal corrigé. Alors, si on ne peut pas faire le rapprochement entre un roman et une fanfic, selon la qualité de l'écriture, qu'en est-il de l'originalité ? Que penser de la légitimité d'une histoire inspirée par une autre histoire ? Est-ce qu'on flirte avec le plagiat ? Est-ce que cet auteur a moins de mérite que l'auteur de l'œuvre dont il s'est inspiré ? Je reprends l'exemple de 50 Shades of Grey, 50 nuances de gris, qui est la réécriture par son autrice d'une fanfiction de Twilight qu'elle avait écrit précédemment sous le titre Master of the Universe en 2009. Alors ce fanfic, Master of the Universe, est déjà une histoire connexe à Twilight qui peut se lire de manière presque indépendante de Twilight parce qu'elle met en scène tous les personnages de Twilight, mais dans une intrigue qu'on ne retrouve pas dans le livre. C'est une trilogie érotique, déjà, dans un monde où les vampires n'existent pas, donc on est bien loin quand même de l'univers originel de Twilight.
En terminologie fanfiction, on appelle ça un alternate universe, un univers alternatif. Donc en gros, on prend les persos qu'on aime, on les met dans d'autres situations qui n'ont absolument rien à voir et on leur fait vivre des intrigues qui n'ont rien ou peu à voir avec celles de l'œuvre originelle, comme mettre les personnages de Twilight dans un univers où il n'y a pas de vampires et pas de créatures magiques. Du coup, quand l'autrice E.L. James veut transformer son fanfic en œuvre originale, en fait c'est très simple pour elle. Elle a très peu de modifications à faire sur l'intrigue elle-même, qui est déjà éloignée de celle de Twilight. Elle change tous les noms des personnages, elle modifie leur background et certains traits de leur caractère pour que les personnages ne soient pas des copier-coller des persos de Twilight, elle retravaille son texte pour introduire ces personnages, puisque contrairement à une fanfic où t'as pas besoin d'introduire les personnages puisque tout le monde les connaît, là, il faut se mettre dans la peau d'un auteur d'œuvre originale et présenter les personnages. Entre 2009, où elle commence à publier sa fanfic sur les sites de fanfiction, et 2011, où elle décide de la retirer de la plateforme, je crois en l'occurrence que c'était fanfiction.net, et de la publier en tant qu'œuvre originale, elle a amassé 56 000 avis et commentaires sur son texte sur la plateforme de fanfiction. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que sa fanfiction était déjà un petit phénomène dans le monde des fans de Twilight. J'ai assisté à une interview de l'autrice cette année au Salon des auteurs indépendants anglais et elle disait que c'est ce succès qu'elle a eu sur la plateforme de fanfiction qui l'a décidé à publier le texte parce qu'elle se rendait bien compte qu'il plaisait et elle avait peur qu'on lui pique ses idées et que quelqu'un publie cette histoire à sa place. C'est d'ailleurs pratiquement toujours le même schéma pour les fanfictions, publiées ensuite en œuvre originale. Ce sont rarement les histoires qui passent inaperçues qui sont publiées. C'est une fois que l'auteur ou l'autrice connaît un succès avec sa fanfic, dans sa communauté, qu'il ou elle se dit qu'il y a quelque chose de plus à faire avec cette histoire. En termes d'originalité, ce qu'on reproche souvent aux fanfictions transformées en œuvre originale, c'est rarement l'intrigue. Les intrigues des fanfictions qui deviennent des romans ne sont pas toujours placés dans des univers alternatifs comme c'était le cas avec 50 Shades of Grey, mais ils sont quand même souvent assez éloignés des intrigues des œuvres originales, ce qui facilite la vie des auteurs. Par contre, ce sont les similitudes entre les nouveaux personnages et les personnages des œuvres d'inspiration qui peuvent être pointés du doigt. Les mêmes archétypes de personnages, les mêmes dynamiques de couple par exemple, qu'on retrouverait dans les deux œuvres. Si on met les deux œuvres en parallèle, Twilight et 50 nuances de Grey par exemple, on va retrouver des similarités, donc deux héroïnes de part et d'autre un petit peu naïves, très vite sous l'emprise d'un homme riche et puissant qui lui est ténébreux, glacial et obsédé par elle. Pour autant, est-ce que l'héroïne de 50 Shades, Anastasia, est un copier-coller de Bella Swan très exactement, ou est-ce qu'elles sont toutes les deux des itérations de l'archétype de personnage de la jeune fille frêle, ordinaire, qui ignore sa beauté et son magnétisme? En termes d'originalité de personnage, on ne peut pas reprocher à un roman qui est une fanfiction retravaillée qu'il utilise les mêmes archétypes, les mêmes stéréotypes parfois de personnages que le texte dans sa version fanfiction et que le texte dont il s'est inspiré. C'est le but. On va reprendre ce qui a fait le succès de la fanfic pour faire un roman qui lui aussi aura du succès. On ne va pas transformer une histoire de fantasy en histoire de littérature blanche par exemple. On ne va pas renier ce qui a fait qu'on a voulu écrire cette histoire dans un premier temps. Si c'est un type de personnage ou une dynamique de couple particulière qui a accroché les lecteurs du fandom et qui a donné envie à l'auteur d'écrire son histoire, c'est logique de vouloir garder ça dans son nouveau livre. Mais du coup, si on perpétue l'ADN de l'œuvre support dans sa nouvelle œuvre, dans son nouveau roman, parce qu'on garde l'essence des persos de cette œuvre support par exemple, est-ce qu'on est vraiment original? Est-ce qu'on est assez original? Comment savoir en gros s'il y a trop de Twilight ou dans l'intrigue ou dans les persos de 50 nuances de Grey? Et ne faut-il pas faire quand même la différence entre un auteur qui aurait inventé complètement un nouveau personnage et un auteur dont les personnages sont quand même inspirés à la base dans leur psychologie, dans leur esthétique physique de personnages existants ou préexistants à son œuvre? Je crois que c'est faire un faux procès à ces fanfics retravaillés en œuvre originale, parce que c'est faire comme si toutes les autres histoires n'étaient pas du tout inspirées de romans, de films, de séries que les auteurs ont vus, de personnages préexistants dans ces films, ces séries, ces romans. Tous les auteurs s'inspirent d'œuvres support, consciemment ou inconsciemment. Ce sont tous les stimuli, toutes les sources qui captent notre attention qui se retrouvent dans notre histoire.
On retrouvera toujours des personnages qui nous font penser à d'autres personnages parce qu'ils ont été construits autour du même archétype et ou avec les mêmes influences. Évidemment, je parle bien d'utiliser les mêmes archétypes, de faire plusieurs itérations d'un type de personnage et pas de faire des clones des persos existants. Il ne s'agit pas de reprendre exactement le même perso et de lui changer son nom. En conclusion, transformer une fanfic en œuvre originale, ce n'est pas du plagiat et ce n'est pas un gage d'avoir moins d'imagination qu'un autre auteur ou de présenter une histoire moins originale du moment que l'on fait le boulot de gommer les éléments qui font le côté unique de l'œuvre support. Alors justement, comment transformer une fanfic en roman original? Comment réussir l'exercice? En prémisse, rappelons que plus ton fanfic est éloigné de l'intrigue originale de l'œuvre, plus ce sera facile. Par exemple, les fameux univers alternatifs ou les dystopies. Si ton fanfic reprend la chronologie des événements du livre source point par point, ça va être compliqué. Élément numéro 1 dont je t'ai déjà parlé pour réussir l'exercice de transformer ton fanfic en œuvre originale, il faut un contexte et des persos originaux. Donc il faut altérer tes emprunts à l'œuvre source de manière à faire quelque chose d'original. Il faut tout simplement passer de l'utilisation telle quelle d'éléments d'une œuvre qui t'a inspiré à une vraie inspiration, à proprement parler, pour se retrouver sur un même pied d'égalité avec tous les autres auteurs de romans. Tu n'as pas besoin de tout changer, mais tu ne peux pas faire des clones des persos du bouquin original. Il ne faut pas que tes persos soient interchangeables avec cette offre support et que la seule différence, comme je l'ai déjà dit, soit le nom, le prénom, la couleur des cheveux. Même chose pour l'univers que tu crées. Prends ton temps sur cette étape du travail préparatoire et réfléchis à ton world building, à la création des personnages. Puisque je parle de création des personnages, petit instant pub, je te renvoie à notre super fiche de personnages que tu peux télécharger sur licar.fr et qui va te servir dans cet exercice. De même pour l'intrigue, tu ne peux pas faire une réécriture du bouquin d'origine. Encore une fois, c'est rarement un problème qui se pose dans les fanfics qui deviennent des romans originaux, mais cela vaut le coup d'être répété. Tu vas gommer tous les éléments qui renvoient spécifiquement à l'univers d'origine de l'œuvre source et à son intrigue. Ton but, faire un roman cohérent avec son propre univers, sa propre logique et ses propres persos. D'un point de vue moral et d'un point de vue légal, il ne faut pas qu'on puisse faire le lien dans ton texte avec l'œuvre qui t'a inspiré. C'est vraiment cette idée que désormais, ton œuvre support n'est plus qu'une inspiration et pas une œuvre qui t'a servi comme espèce de bloc de construction pour écrire ton roman. Ensuite, il y a la méthodologie d'écriture. Normalement, quand tu en es à te poser la question de transformer un fanfic en œuvre originale, c'est que non seulement tu as fini de publier ton fanfic en ligne, mais que tu as de nombreux commentaires et avis qui t'apportent des conseils sur ton œuvre et ses améliorations éventuelles. Bref, tu as ton texte en entier et ça va être désormais ton brouillon, ton point de départ. Ça ne va pas te surprendre que je te dise ça, mais tu vas me faire un plan de découpage de chapitres. Voilà, si tu n'en avais pas déjà fait un au départ pour ta fanfic, peut-être que c'était le cas. Là, tu vas vérifier que l'action soit bien équilibrée et que tout ne se passe pas dans le dernier tiers de l'histoire, par exemple. Ton fanfic était un récit amateur, alors il se peut que tu l'as écrit chapitre après chapitre, en postant au fur et à mesure, et que tu n'aies pas encore corrigé ton texte dans sa globalité. C'est ce que tu dois faire maintenant. Tu peux faire la correction chapitre par chapitre, tu vas le faire aussi, mais il faut aussi que tu corriges sur la dynamique globale de l'action, sur le déroulé des arcs narratifs des persos, sur l'ensemble de ton histoire. Peut-être que tu vas devoir faire un resserrage du texte en coupant quelques intrigues superflues ou au contraire en ajoutant des passages. N'oublie pas qu'on découvre tes personnages pour la première fois et qu'il va falloir désormais les présenter au lecteur. Contrairement au fanfic où tu pouvais partir du principe que ton lecteur connaissait l'histoire du perso et qu'il avait en tête sa personnalité. Et bien sûr, parce que tu vas être désormais dans une démarche professionnelle, tu vas solliciter l'aide d'un tiers pour ta correction, plusieurs bêta-lecteurs si possible, des lecteurs du genre dans lequel tu publies, certains qui font partie du fandom dont est tirée ta fanfic à la base, certains qui ne le sont pas, pour que tu vois si tu as réussi ton challenge de créer une œuvre originale, ce qu'en pensent les uns et ce qu'en pensent les autres. Tes bêtas vont aussi t'aider à affiner ta voix, ton style, pour que ce livre soit vraiment le tien et que tu n'aies pas gardé des maniérismes, si je puis dire, de l'auteur de l'œuvre source.
Si tu te lances dans cette aventure, n'oublie pas bien sûr de retirer ton fanfic des plateformes de diffusion, car tu veux marquer la rupture, parce que tu veux éviter le plagiat aussi, on part du principe que tu fais ça parce que ta fanfic elle cartonne, et parce que l'éditeur te le demandera de toute façon. Maintenant, il va falloir que tu acceptes que le fait que ton histoire, ta nouvelle histoire originale est une adaptation d'un fanfic que tu as écrit, ça se saura. Soit parce que tu seras très fier d'annoncer à tout le monde que tu te lances en tant qu'auteur professionnel avec cette histoire, soit parce que les gens que tu as connus dans le monde du fandom pourront faire le lien. Tout se sait, ça reste un petit milieu. Il n'y a pas d'autre clé magique pour transformer une fanfic en œuvre originale. C'est un boulot méticuleux sur le world building, sur les persos, sur l'intrigue, beaucoup de corrections. Bref, c'est l'écriture d'un roman à partir du brouillon ou du jet zéro qu'est ta fanfic. Je voulais toucher 2 mots sur le concept d'intertextualité par rapport à celui de fanfiction. Le fait d'utiliser le roman d'un autre auteur comme matériau de base pour son propre roman, c'est pas nouveau du tout. Même chose pour les films, ou même pour les œuvres d'art. Et je ne parle pas d'inspiration, mais bien de copier-coller de personnages et d'intrigues qu'on va réutiliser d'une œuvre à l'autre. Je ne parle pas de plagiat non plus, mais de transposition, d'adaptation, d'intertextualité et de réécriture. Je te donne 4 exemples. Les contes de Grimm et de Perrault. Depuis la publication des contes de Perrault et toutes les heures que tu as passées à l'école à étudier les contes de Perrault, il y a eu 45 000 versions des contes, on les réactualise sans arrêt, et on est dans la réécriture de ces œuvres. Pour citer des exemples de romans, je te cite L'étrange mer des Sargasses de Jean Rhys. Donc Jean Rhys, ça s'écrit comme Jean, J-E-A-N, Rhys, R-H-Y-S. C'est un livre qu'on m'a fait lire en prépa, celui-là. Et je vais oser dire que c'est une fanfic avant l'heure, c'est de la fanfiction, puisque c'est l'histoire d'un personnage de Jane Eyre, donc Jane Eyre de Charlotte Brontë, un personnage qui était peu développé dans le livre original, le livre d'origine, à qui l'autrice, Jean Rhys, invente toute une vie et toute une intrigue. C'est un super livre au passage que je te recommande. Et autre exemple plus récent et qui te parlera certainement plus, Orgueil et préjugés et zombies, roman parodique de Seth Graham Smith qui est sorti en 2009. Le roman dont on avait besoin sans le savoir, qui, comme le titre le révèle, est une réécriture d'Orgueil et préjugés de Jane Austen avec des zombies. 4e exemple, un roman de mon estimée collègue Lucie Castel qu'elle a publié sous son nom de plume Polar et Fantasy Oren Miller, qui s'appelle Le Roi Sombre. Le Roi Sombre, c'est une réécriture du Comte de Monte Cristo dans l'espace. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle l'a vendu à son éditeur. J'ai fait une réécriture du Comte de Monte Cristo dans l'espace. Toute personne qui a lu le Comte de Monte Cristo reconnaît le même cheminement du perso principal, et c'est un argument de vente encore une fois de Lucie pour ses lecteurs. Elle s'adresse à toutes les personnes qui, comme elle, adorent le Comte de Monte Cristo. Bien évidemment, on pourrait donner plein d'autres exemples, plein d'exemples au théâtre aussi, au cinéma. Quand j'étais ado, on était allé voir avec ma classe une pièce qui s'appelle Gone for Electre, qui est une réécriture de Electre de Giraudoux en mode western. Alors ça m'a marqué à vie tellement c'était bien, c'est pour ça que j'en parle. Et exemple qui parlera à un maximum d'entre vous plutôt que ça, Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Donc ça c'est une adaptation film, version mafia, de la pièce de Shakespeare. Et les 10 milliards d'adaptations, de réécritures de Roméo et Juliette par ailleurs. Ces œuvres fondatrices comme Roméo et Juliette, comme Electre, comme les contes de Grimm, ça devient des plans d'intrigue, des blocs de construction qui servent de base à tellement d'histoires. On est en plein dans ce qu'on appelle l'intertextualité qui nourrit et construit la littérature. C'est pour ça que je fais toujours un petit bémol, que je dis toujours aux auteurs de pas non plus se prendre la tête avec le concept d'originalité et de super-originalité. L'intertextualité, elle existe, c'est pas un gros mot, c'est pas du plagiat, ça fait partie de l'univers de la littérature. Mais bref, en quoi est-ce que toutes ces réécritures, elles sont permises, et pas la publication des fanfictions? Pas le droit d'auteur, tout simplement. Si une œuvre est dans le domaine public, l'auteur n'a pas de compte à rendre à personne, si ce n'est à ses lecteurs évidemment et à son éditeur, et si l'œuvre est toujours sous le coup du droit d'auteur, s'il y a encore des ayants droit pour son œuvre, il ne peut pas se passer de leur permission. Tu voudrais publier ta fanfic sans en faire une œuvre originale où tout lien avec l'œuvre de départ est gommé, il te faut la permission de l'auteur. Et tu t'en doutes, il est bien rare d'obtenir cette permission puisque chaque auteur met ses tripes, met sa sensibilité, met tout ce qu'il est dans son livre. La seule exception, qui est quasiment aussi rare, c'est le principe de franchise.
Donc je prends l'exemple que je connais le mieux, la guerre des étoiles. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a 380 romans de la guerre des étoiles, de la saga Star Wars, qui ont été écrits. C'est le principe de la franchise. Les auteurs doivent se rapprocher des personnes qui dirigent la franchise, présenter leur projet de roman, adhérer à une charte qui va poser le cadre de ce qui est admis ou non dans le world building, et ils peuvent ensuite ajouter leurs pierres à l'édifice Star Wars, aussi avec une rétribution financière bien sûr, des droits d'auteur qui sont redistribués à la franchise. Je me permets de faire un aparté pour exprimer toute ma frustration et toute ma douleur, parce que quand Disney a racheté les droits de la guerre des étoiles pour faire leur dernier film, ils ont pris une décision terrible qui a été de désavouer tous les livres de la guerre des étoiles, les 380 livres, ou presque, dont je viens de te parler. Alors forcément, comme ils allaient faire un film qui se passait juste après les derniers films, et que les livres avaient déjà plusieurs générations de personnages qui avaient été créés, ils ont annoncé tout simplement que tout ce qui se passait dans les livres n'avait jamais existé. Et pour les fans qui, comme moi, ont grandi avec les livres de Star Wars, ça a été une grosse rupture avec les films, avec la franchise, ça a été très compliqué à s'en remettre, et tu le sentiras dans ma voix, je ne suis pas encore remise. Donc, cet aparté ne nous avançait pas sur le sujet des fanfics, mais tu as compris le principe des franchises. Il me reste une dernière chose à évoquer pour conclure, c'est un appel plutôt qu'une chose à évoquer, un appel en particulier aux auteurs de littérature de genre. Si vous ne lisez pas de fanfiction et que vous n'êtes jamais allé sur une plateforme de publication de fanfic, il va falloir vous y mettre. Il va falloir le faire dans le cadre de votre veille éditoriale. Il va falloir faire un rendez-vous mensuel, par exemple, sur l'une de ces plateformes que j'ai évoquées, sortir la liste des histoires en rapport avec un roman populaire dans le genre dans lequel vous écrivez, sortir la liste en ordre décroissant des histoires qui ont reçu le plus de likes et le plus de commentaires, et là vous allez voir les tags qui sont associés à ces histoires. Quels sont les tags qu'ont mis les auteurs pour définir leur histoire? De la même manière, vous pouvez sortir tout simplement la liste des tags les plus recherchés par les lecteurs sur le dernier mois, ou les tags qui comportent le plus d'histoires. Ces plateformes de publication, ce sont des archives avec des outils de recherche avancés, et vous allez explorer les différents champs de recherche. Donc quel intérêt à faire ça? Tout simplement parce que c'est comme ça que vous allez mieux connaître les tropes qui existent dans votre genre, que vous allez déterminer quels sont les tropes qui sont sollicités par les lecteurs de votre genre, et quelle est la masse de public potentiel pour certains tropes, pour certains types d'histoires. C'est un excellent terrain d'étude de marché, d'exploration de votre genre littéraire. Vraiment. Et c'est pas juste un échantillon des tendances, c'est aussi le point de départ souvent des tendances, et des changements dans la booksphère. C'est là que le vocabulaire des tropes, surtout en anglais, on va pas se mentir, c'est souvent quand même un domaine assez anglophone, les tropes, surtout pour certains genres très populaires comme la romance, comme la fantasy. C'est là que le vocabulaire de la booksphère, il apparaît, il évolue. C'est cette pratique des tags et de recherche ciblée qui a donné, par exemple, les trigger warnings, qui se sont exportés ensuite dans l'édition traditionnelle. Ça vient des fanfictions, ça. Bref, n'hésitez pas non plus à aller lire, bien sûr, les histoires les plus plébiscitées par rapport aux œuvres que vous aimez, et qui sait, vous trouverez peut-être un auteur ou une autrice qui vous plaira tellement que vous aussi, vous vous retrouverez à lire des histoires de l'agence Tourisque à 3h du matin, sans trop savoir comment vous en êtes arrivé là. Le mot de la fin, vraiment le mot de la fin cette fois-ci, ce sera pour vous donner le titre de la fanfic qui produira peut-être le nouveau carton éditorial une fois qu'elle sera sortie en œuvre originale en 2025. Il s'agit de l'autrice Sen-Lin Yu, donc Senlinyu, et de son fanfiction d'Harry Potter Manacled, donc Manacled, M-A-N-A-C-L-E-D. C'est un véritable raz-de-marée parmi les fans d'Harry Potter, cette fanfic. C'est une dystopie inspirée de la Servante écarlate qui met en scène Draco et Hermione. Donc j'ai commencé à en entendre parler en décembre 2022 sur TikTok, quand tous les influenceurs littéraires anglophones que je suivais faisaient le bilan des 10 livres qu'ils avaient préférés dans l'année. Ils faisaient leur top 10 de l'année. La moitié d'entre eux ont nommé cette fanfiction comme étant leur numéro 1. Leur bouquin préféré de l'année 2022, c'était pas un roman. Parmi tous les dizaines, les centaines de romans qu'ils avaient lus dans l'année, c'était cette fanfiction. Et depuis, l'engouement ne cesse pas. Au moment où j'enregistre le podcast, on est à plus de 85 000 likes sur le site de publication Archive of Our Own, plus de 70 000 commentaires sur la plateforme d'avis littéraire Goodreads, et l'histoire a été traduite dans 19 langues.
Petit clin d'œil à Morgane, ancienne élève et membre du staff de l'ICAR, qui s'occupe entre autres des serveurs Discord de notre formation auto-édition, qui essaye de convertir tout le monde à la lecture de Manacled depuis quelques semaines, tellement elle a adoré cette histoire. Je résiste, je suis absolument pas Dark Fantasy et pas Hermione Draco, mais vu le succès de cette fanfic, vraiment, je pense que vous aurez peut-être plaisir à lire si cela vous intéresse. Donc ce qui devait arriver arriva, et cette autrice, Senlin Yu, elle a décroché un contrat d'édition avec Penguin Random House pour adapter son fanfic en roman original. Le titre sera Alchemized, comme alchimiste mais genre Alchemized, et il devrait sortir en février 2025, donc c'est un éditeur qui a démarché l'autrice. S'il fait autant de vagues ce nouveau roman que le fanfic, ce sera assurément un titre à suivre pour tous les fans de Dark Fantasy. Si le livre de l'année pour les influenceurs littéraires peut être une fanfiction, si les éditeurs proposent des contrats aux auteurs de fanfiction, je pense qu'il est temps d'arrêter d'utiliser le fait qu'un roman a été inspiré d'une fanfic pour dire que c'est nul. C'est pas un argument légitime. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur les fanfics. C'est vraiment un sujet qui me passionne, vous l'avez compris. J'espère vous avoir décomplexé et vous avoir donné envie. Et je vous retrouve peut-être très bientôt dans le bootcamp l'ICAR en septembre. Et en attendant, je vous dis à un prochain épisode. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.